Pour cette soirée, on va commencer avec Michel Lièvre, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner toutes ces années. Professeur de pharmacologie, il a été longtemps expert de l'ANSM en France et qui va aborder un sujet délicat qui a touché plusieurs milliers de patients et qui relève au fond que les problèmes de sécurité ne sont pas réglés dans le développement clinique des médicaments et on peut avoir des problèmes de pharmacovigilance qui apparaissent longtemps après la mise sur le marché des médicaments. Problèmes de pharmacovigilance qui ont été, dont la responsabilité a récemment fait l'objet de débats juridiques et même de conclusions qui ont abouti à une responsabilité partagée, je crois, de l'État et des promoteurs dans cette problématique très délicate qui était celle du benfluorex. Merci Michel et on t'accueille chaleureusement. Derrière ce scandale, et à l'origine, est-ce qu'il y a des patients? Voilà un cas clinique que je connais bien. Donc, il s'agit d'une femme qui est née en 1943 et qui a été diagnostiquée avec un souffle au cœur à l'âge de 10 ans. Elle était suivie depuis les années 90 pour une insuffisance, une maladie mitrale bien supportée, dont on pensait qu'elle était d'origine rhumatismale. Elle a été exposée à Pondéral, Isoméride et Mediator. En 2016, son état s'est aggravé rapidement. Elle est passée en insuffisance cardiaque sévère et l'échocardiographie a montré une atteinte des 4 valves. En décembre, l'opération de la dernière chance, remplacement de 3 valves quand même, et coup de théâtre, l'aspect anatomopathologique des valves qui ont été changées ressemble tout à fait à celui qu'on a vu avec les atteintes induites par d'autres médicaments, Isoméride et Pondéral. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Pondéral, cet Isoméride et ce Mediator? C'est tout simplement des dérivés de l'amphétamine. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, on voit très bien les analogies de structure. L'amphétamine, une drogue illicite, bien sûr, avec des propriétés neurostimulantes et anérectiques. La phénfluramine qui a été commercialisé par Servier sous le nom de Pondéral et puis son isomère dextrogir sous le nom d'Isoméride, ils ont été commercialisés comme coupe-faim. Le benfluorex, donc Mediator, commercialisé par Servier encore comme un modificateur des métabolismes lipidiques et glucidiques. Et puis enfin, je rajoute un dérivé très proche de l'amphétamine, vous voyez, la phéntermine, qui est actuellement commercialisée aux États-Unis comme coupe-faim, avec certaines restrictions d'usage. Que je ne me trompe pas. Voilà. Alors, l'AMM du benfluorex, du Mediator, en 1974, qu'est-ce que c'était? Adjuvant au régime dans le traitement des hypertriglycéridémies et des malades avec un diabète et un surpoids. En 1987-1995, la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'agence française décide de supprimer l'indication diabète pour manque de preuves d'efficacité. Curieusement, 2 fois, ça n'a pas eu de suite. En 1997, la firme donc Servier soumet une étude dans le diabète, un essai contrôlé. Il y avait 1200 pages de dossier, mais finalement, la commission d'AMM émet un sursis à statuer parce qu'elle considérait que l'étude était de mauvaise qualité. Servier a fait un appel administratif, un recours gracieux, et finalement, il a eu à l'usure
en 2000, une indication comme adjuvant du traitement du diabète. Seulement, d'ailleurs, on a l'autre indication à sauter quand même, mais en plus, on a exigé qu'il y ait d'autres études de meilleure qualité. En 2007, Servier a produit une étude randomisée, double insu contre placebo, qui était de qualité tout à fait honorable. Et finalement, ils ont eu une confirmation de l'indication comme adjuvant du traitement du diabète. Alors, voyons l'histoire pharmacovigilance pendant ce temps. Eh bien, silence radio pratiquement jusqu'en 95. Puis là, le CRPV, le Centre régional de pharmacovigilance de Besançon, fait une enquête officieuse, il trouve un certain nombre de cas, et puis en 98, il est chargé officiellement d'une enquête, et il y a 11 cas d'hypertension artérielle pulmonaire, mais vous voyez que dans 10 cas, les patients avaient reçu de l'isoméride, dans 2 du pondéral, et le Mediator se retrouvait soit comme traitement concomitant, soit comme traitement antérieur dans 7 cas sur 11. Jamais tout seul. Et en fait, avec le Mediator, on avait beaucoup plus d'autres types d'effets indésirables, hépatiques et surtout, bien sûr, neuropsychiatriques, puisque c'est une amphétamine. En 99, premier cas d'hypertension artérielle pulmonaire sous Mediator seul. Et également, premier cas d'atteinte valvulaire cardiaque. En 2003, il y a un problème de valve cardiaque qui est signalé en Espagne et curieusement, spontanément, Servier retire le Mediator d'Espagne. La pharmacovigilance espagnole est assez proactive, connue pour sa pugnacité. En 2007, devant la Commission nationale de pharmacovigilance, le dossier revient. Qu'est-ce qu'on a ? 43 cas d'événements indésirables, d'effets indésirables de type neuropsychiatrique, tout à fait typique de l'amphétamine. 14 cas d'hypertension artérielle pulmonaire, 3 d'atteintes valvulaires validées, y compris l'atteinte valvulaire qui avait été vue en Espagne. Et néanmoins, la commission de pharmacovigilance demande que soit réévalué le rapport bénéfice-risque du produit. Et ça devait être fait par la commission d'autorisation de mise sur le marché, commission d'AMM. Alors pendant tout ce temps-là, eh bien, le Mediator est resté remboursé par la Sécurité sociale au taux le plus haut, 70 puis 65%, bien que en 99, le service médical rendu a été considéré comme insuffisant, ce qui normalement entraîne automatiquement l'arrêt du remboursement, et qu'en 2002 et 2003, la direction de la Sécurité sociale ait proposé, demandé même, que le remboursement passe à 35%. Ça n'a pas eu d'effet et le produit a continué à être remboursé comme les meilleurs médicaments disponibles sur le marché. Alors les choses changent vraiment en 2009, en juillet 2009, devant la Commission nationale de pharmacovigilance, le docteur Irène Frachon, pneumologue, présente des cas d'atteinte valvulaire cardiaque qui ressemblent tout à fait à ceux qu'on connaissait avec isoméride et pondéral. Elle montre 30 cas, l'équipe de Brest montre 30 cas d'atteinte valvulaire cardiaque, vous voyez seulement depuis 98. Et dans ces 30 cas, il y en a 11 qui ont été trouvés à Brest, qui n'ont pas été déclarés à la pharmacovigilance, mais qui ont été trouvés en faisant du data mining dans le programme de médicalisation des systèmes d'information, de PMSI, qui est
un programme de codage de l'activité hospitalière et qui sert à fixer la dotation des hôpitaux. Et là-dedans, on a trouvé donc 11 cas. En attendant la fin de l'enquête de Brest et les résultats d'une étude qui était en cours chez Servier, qui s'appelle Regulate, avec le Mediator, la décision est repoussée au 29 septembre. On est en 2009. Alors le 29 septembre, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, l'équipe de Brest, en plus des cas de pharmacovigilance qu'on a vus, a réalisé une étude cas témoins. Un peu spéciale, hein, pas tout à fait orthodoxe. Et le résultat de cette étude cas témoins, c'est que quand on a une insuffisance mitrale non expliquée, on a 40 fois plus de chances d'avoir été exposé au Mediator que quand on a une insuffisance mitrale expliquée. Expliquée en général, c'est rhumatismal ou d'autres infections. Premier volet. Deuxième volet, c'est Regulate. Donc c'était un essai double insu qui comparait le Mediator à la pioglitazone, vous connaissez un antidiabétique oral, chez des patients qui recevaient par ailleurs des sulfonylurées. Et l'intérêt dans Regulate, c'est qu'il y avait une échocardiographie à l'inclusion et une autre à 1 an. Et on voit apparaître qu'une nouvelle fuite valvulaire ou une aggravation d'une fuite valvulaire déjà présente à l'inclusion apparaît dans 26,5% des cas du groupe pioglitazone et seulement 10,9% des cas du groupe Benfluorex, donc Mediator, et 10,9% des cas du groupe pioglitazone, et la différence est évidemment très significative. En plus, quand on regarde HbA1c, qui était le marqueur d'efficacité, je rappelle ceux qui n'ont pas l'habitude, HbA1c, l'hémoglobine glyquée, est le reflet de la glycémie des 3 derniers mois, en gros. Et on s'en sert de critère de substitution pour les médicaments du diabète, malheureusement. Et on s'aperçoit qu'HbA1c est significativement mieux diminué par la pioglitazone que par le Mediator. La conclusion, c'est que la tolérance est inacceptable. Et deuxièmement, il faut absolument faire une réévaluation du rapport bénéfice-risque. Il faut toujours passer par là pour pouvoir prendre une décision. Ça, c'est un aspect, disons, administratif. Donc, cette réévaluation du rapport bénéfice-risque devait être faite par la commission de l'AMM, qui se réunit le 22 octobre. Malheureusement, il y avait un gros programme, comme d'habitude. Ça a pris du retard. Et finalement, en fin de matinée, enfin début d'après-midi, il y a beaucoup d'experts qui sont partis, qui à sa consultation, qui pour prendre son train, son avion. Et on se retrouve sans quorum au moment où passe le dossier de Servier. Donc, c'est repoussé un peu plus long. Le 27 octobre, heureusement d'ailleurs presque, le 27 octobre, la Sécurité sociale nous donne les résultats d'une grande étude de cohorte qu'elle a réalisée sur le SNIRAM, qui est une base anonymisée tirée de la base de remboursement de la Sécurité sociale. Alors, on a tous les médicaments remboursés sont dedans, et là, le SNIRAM a été croisé avec le PMSI. C'était la première année qu'on pouvait faire ça. Ça porte quand même sur plus d'1 million de personnes avec un diabète, des personnes de 40 à 69 ans. Et là, risque relatif d'avoir une insuffisance valvulaire cardiaque quand on est traité quand on a reçu du Mediator par rapport à n'importe quoi d'autre, c'est 2,8. Et pour le remplacement chirurgical d'une valve cardiaque, c'est 3,4. Et là encore, vous voyez, les intervalles de confiance, c'est très largement significatif.
Enfin, en novembre 2009, retrait de l'autorisation de mise sur le marché du Mediator. Alors on pourrait se dire, bon voilà, il y a eu un petit couac là en octobre, mais finalement tout est terminé, ça se passe normalement. En juin 2010, donc quelques mois après, Irène Frachon sort son bouquin Mediator 150 mg, combien de morts? Le lendemain, le sous-titre disparaît, les exemplaires non vendus sont retirés, remplacés par le combien de morts censuré, supprimé. C'était une décision, c'est un référé, une décision de justice qui a été prise à la demande de Servier. Et c'est là que le scandale commence. Alors pourquoi il y a un scandale? Je pense qu'il faut remonter un petit peu en arrière avec l'histoire du isomérie dépondérale. En 1997, paraît dans le New England Journal of Medicine un article de Connolly qui expose que ce qu'on appelait fen-phen aux États-Unis pour faire maigrir les gens, mélange association de phenfluramine plus phentermine est lié à l'apparition de maladies valvulaires cardiaques. Et il se trouve qu'on a les valves qui ont été changées, les valves natives qui ont été échangées chirurgicalement, ont un aspect très particulier qui est blanc, vous allez le voir, hein, brillant, épaissi, et qui ressemble tout à fait à ce qu'on a dans les syndromes carcinoïdes ou ce qu'on observe chez des patients qui ont été exposés à des dérivés de l'ergot de seigle, ergotamine et autres, qui sont connus pour induire ce type de lésions. Et ça, on sait que ça implique la sérotonine, 5-hydroxytryptamine. C'est rare chez les femmes de l'âge considéré par l'étude de Connolly. Et ça suffit, vous voyez, cette publication suffit pour qu'en France, le 15 septembre 1997, la phenfluramine et la dexphenfluramine voient leur autorisation de mise sur le marché supprimée. Voilà l'aspect typique de ces valves. Pour ceux qui connaissent les valves cardiaques, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a, vous et moi. En 2000, paraît dans Circulation, c'est le grand journal de cardiologie américain, mondial, disons, un article qui nous dit que la norphenfluramine, qui en fait est le principal métabolite d'isomérie dépondérale, la norphenfluramine est un agoniste 5-HT2B, sérotoninergique 2B. Or, tous les autres agonistes 5-HT2B induisent des atteintes valvulaires cardiaques. Et la stimulation 5-HT2B chez le fœtus est nécessaire pour la croissance, pour le développement des valves et induit une prolifération cellulaire du tissu valvulaire. Voilà un tableau qui nous donne le KI. Tout le monde sait ce que c'est. Donc, plus le KI est petit, plus l'affinité du produit pour le récepteur considéré est grande. Donc, il nous donne le KI au centre pour les récepteurs sérotoninergiques 2B humains. Et vous voyez que phenfluramine, dexphenfluramine n'ont pas d'affinité. Ils ont des KI très élevés. En revanche, la norphenfluramine a une forte affinité pour les 5-HT2B, de même que l'ergotamine, méthysergine, méthylergonovine, qui sont tous des dérivés de l'ergot de seigle. Et si on va voir la phentermine, qui pourtant est très très proche de l'amphétamine, rien, aucune affinité pour les 5-HT2B. Alors là, la messe est dite, on sait qui est coupable. Servier, en 1999, avait transmis à la demande du gouvernement italien
qui se posaient, enfin des autorités de santé italiennes qui se posaient un certain nombre de questions. Ils avaient transmis ce tableau sur la pharmacocinétique du benfluorex, enfin de Mediator, isoméride et pondéral. Et vous avez ici l'air sous la courbe de 24 heures après 14 jours de traitement par les doses thérapeutiques recommandées. Et vous voyez qu'avec le benfluorex, on a une exposition à la norphenfluramine, donc l'agoniste 5-HT2B, qui est plus grande que celle qu'on a après isoméride ou pondéral. Et donc ça, Servier le savait sûr en 99, probablement bien avant. Ah voilà, tous ces éléments sont constitutifs d'un scandale. Cependant, on peut dire qu'il y a des responsabilités partagées. L'AFSAPS, qui est devenue l'ANSM, à laquelle je travaillais à l'époque, il y a des décisions qui ont été prises par la commission d'AMM et qui n'ont pas été suivies des faits. Ça, c'est déjà anormal. Avec ce médicament, il n'y avait pas de preuve de bénéfice avant 2006. Et enfin, en 2000, on aurait dû retirer l'autorisation de mise sur le marché puisqu'on savait que le benfluorex était métabolisé en norphenfluramine et on savait, après l'article de Roth, que la norphenfluramine était responsable des atteintes valvulaires. Problème, cet article de Roth, il a été complètement passé sous silence. Personne ne l'a vu, en fait. À l'AFSAPS, il n'a pas été remarqué, parce que plus personne ne s'occupait de phenfluramine, norphenfluramine, qui avait été, d'isoméride et pondéral, dont les autorisations de mise sur le marché avaient été supprimées. Il y a une responsabilité des médecins, parce qu'ils n'ont pas détecté les atteintes valvulaires, ou peut-être qu'ils en ont détecté, mais en tous les cas, ils ne les ont pas rapportés au système de pharmacovigilance. Alors on sait que le rendement de la pharmacovigilance est très faible, mais quand même. Les services de santé publique ont maintenu un remboursement au maximum, ce qui était absolument anormal. Servier, évidemment, était au courant de tout ça. Et enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est dommage, et malheureusement, ça perdure, que la communauté médicale internationale accepte un critère de substitution, HbA1c, comme preuve d'efficacité des médicaments du diabète, alors qu'on devrait exiger une preuve de diminution de la fréquence des complications du diabète. Ce n'est pas le sucre qu'on veut faire baisser, c'est les complications. Alors, voyons maintenant la situation aujourd'hui, enfin, aujourd'hui ou presque. Alors, le dernier rapport du comité technique de pharmacovigilance, eh bien, il nous donne tout ce qui a été recueilli depuis le début du marketing. Vous remarquez quand même qu'il y a eu 145 millions de boîtes. Servier a fait quand même beaucoup d'argent avec ça, hein, rien à faire. Et ils ont reçu 6419 cas d'atteinte valvulaire qui ont été validés, 237 décès qui ont été signalés comme liés, 774 opérations de changement de valve. Alors c'est intéressant de voir que les signalements, ils apparaissent essentiellement à partir du moment où le livre est publié. Il a fallu attendre le scandale, qu'on en parle vraiment pour que... mais c'est vrai, cette patiente, elle a été exposée, puis elle a... Ah oui, tiens, je ne m'en étais pas aperçu. C'est le biais de notoriété, hein, bien connu. Donc maintenant, combien de morts ? Le fameux sous-titre qui a été supprimé par décision de justice, il faut quand même
se poser la question, c'est quand même important. Il faut avouer qu'on manque de données pour avoir une estimation précise, puisqu'on n'a pas suivi les choses depuis le début, donc ça c'est impossible, mais on peut toujours faire des extrapolations à partir de données pharmaco-épidémiologiques. Et c'est ce qui a été fait à plusieurs reprises, très tôt, 2011, donc 500, puis après une autre estimation est montée à 1300, et aujourd'hui, on considère que c'est 1800, et autour de 1800, et la justice part sur ce chiffre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être le stimuler. Bon. Ça va? C'est intéressant de voir quand les décès qui ont été rapportés par des médecins comme liés à l'exposition au benfluorex. Il n'y en a finalement que 40% qui sont consécutifs à quelque chose qui est susceptible d'être dû au médiateur. Soit un remplacement de valve, soit une insuffisance cardiaque. Les autres, ça peut être n'importe quoi, un accident. Mais les questions qu'on peut se poser, c'est quand même combien de morts avant 2009, avant qu'on s'aperçoive qu'il y avait un problème? Et puis combien il y en aura après aujourd'hui, puisque les patients qui ont leur valve lésée, ils continuent à les avoir lésées. Ce n'est pas parce qu'ils ont arrêté la prise du produit que tout est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Alors, on se trouve devant un effet iceberg. Évidemment, ce qu'on voit comme décès, vous avez vu, c'est pas grand-chose, il n'y en a pas beaucoup, c'est finalement très peu de choses par rapport à la réalité. Alors, il existe en France l'ONIAM, le Bureau national de compensation d'indemnisation des accidents médicaux. Sur 9266 cas qu'il a eu à traiter, il a retenu 3088. Et il y a environ 300 remplacements chirurgicaux et 35 morts. Oui, seulement 35 morts, mais c'est les gens qui viennent de mourir. La famille vient, les proches, mais les autres, on ne les connaît pas. Bon, c'est pas très grave. Alors tout ça, ça va... mais quand même, chaque fois qu'il y a une maladie qui est responsable du décès, qui est compatible avec l'effet du médiator, eh bien, dans 77% des cas, on a considéré qu'il y avait un lien de cause à effet. 2900 patients se sont pourvus devant les tribunaux. Ça, c'est une class action, une des premières en France, si ce n'est la première. 500 ont demandé en urgence une expertise et le procès est prévu pour 2018 et probablement en fait 2019. Oui, il a fallu attendre quand même longtemps avant qu'on puisse avoir les responsables devant les tribunaux. Malheureusement, Monsieur Servier est mort en 2014 et il ne sera pas là pour expliquer ses positions. Alors, il ne faut quand même pas dire « oh, c'est Servier qui a tout fait » ou il y a encore une fois, les responsabilités sont partagées et puis on se trouve, comme souvent en pharmacovigilance, devant quelque chose qui n'est pas très facile. Presque tous les patients avaient des facteurs de risque cardiovasculaire. Ils étaient soit diabétiques, soit obèses et hypertendus, etc. Presque beaucoup, pas tous, mais beaucoup ont été exposés aussi à isoméridie pondérale, donc ça crée une certaine confusion. On a très longtemps sous-estimé l'origine toxique possible des atteintes valvulaires cardiaques. Et pour les médecins généralistes, qui étaient ceux qui prescrivaient
le produit, le Mediator, et qui suivait les malades. Bon, il n'était pas très facile de faire le diagnostic des atteintes valvulaires, en tous les cas pas avant qu'il y ait des symptômes manifestes. Il aurait fallu faire une échocardiographie systématique, mais il n'y avait aucune raison de donner une telle indication. On peut quand même dire que Servier a eu une attitude, là, rogue, c'est assez fort sans doute comme mot, j'espère que je ne vais pas être poursuivi pour diffamation, mais c'est quand même une attitude voyou de la part d'un certain nombre de personnes chez Servier. Tout le monde n'est pas mauvais dans cette firme, mais là, ils l'ont particulièrement été. La prescription hors AMM a été vraiment irresponsable, c'est sûr. L'AFSAP n'a pas fait la veille scientifique qu'elle aurait dû faire. Les autorités de santé françaises et les autorités plus que de santé, il y avait Bercy était impliqué dans les maintiens de remboursement et de prix. Bon, elles ont été très cool avec cette firme franco-française qui a su toujours manier aussi pas mal le chantage au licenciement, fermeture d'usines. Enfin, il faisait beaucoup d'argent avec ce produit. Il y a des conflits d'intérêts probablement, même sûrement, entre des sphères gouvernementales et des preneurs de décision, et aussi beaucoup avec les leaders d'opinion au sein de la communauté médicale. Et quand même, on peut remercier Madame Frachon pour avoir su détecter les cas. Alors, elle avait la chance d'avoir travaillé dans un service, quand elle était interne, dans un service qui avait eu à traiter des cas isomérie des médiators. Donc ça lui a allumé une petite lumière dans le cerveau. Elle est allée voir son ancien service, et puis elle a fait preuve de beaucoup de pugnacité pour faire avancer ce dossier quand même assez difficile. Voilà. Merci.